Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Étienne Nandou. Bienvenue. Jean-Pierre Mbelou, la presse de Kinshasa parle abondamment de ce qui se passe actuellement à l'est du pays. Hein, c'est ainsi quel titre, je pense, Les Potentiels, qui parle de l'aventure militaire engagée en 2012 par les M23, a pris fin de manière spectaculaire et satisfaisante pour tout le monde. Fin de citation. C'est ce que le quotidien quinois Les Potentiels écrit. Peut-on parler d'une véritable victoire des forces militaires congolaises? Partagez-vous cette lecture des événements? Sur cette question-là, je suis en train de mener une étude en plusieurs parties. J'en ai déjà publié deux. L'étude est intitulée Étudier les victoires des FRDC. Quand on parle d'une victoire spectaculaire de FRDC, de quoi est-il question? Il faut creuser. Comment se fait-il que ce pays dont on disait qu'il n'avait presque pas d'armée puisse en quelques 2, 3 jours en découdre une fois pour toutes avec les milices rwandaises et ougandaises qui sévissaient à l'est de notre pays. Qu'y a-t-il eu au juste? Voilà des questions que plusieurs d'entre nous évitent de pouvoir se poser. Pourquoi ces questions sont-elles gênantes? D'abord pour une raison que nous pouvons deviner. On voudrait présenter les responsables du gouvernement fantoche de Kinshasa comme étant les héros dans cette guerre contre les milices ougandaises et rwandaises, ce qui est absolument faux. Ce qu'il y a eu, c'est que certains de nos vaillants soldats ont dû résister au front. Mais il est quand même honnête de mentionner, de toujours mentionner que ces soldats-là ne pouvaient pas aller loin s'il n'y avait pas le soutien de ce qu'on appelle la brigade d'intervention rapide et le soutien de la MONUSCO. Mais en quoi ce soutien-là a-t-il réellement consisté? Ce que plusieurs d'entre nous ne veulent pas mentionner et qui est en train de devenir aujourd'hui un secret de polichinelle, c'est que nous, Congolais, nous n'étions pas en guerre contre le Rwanda et l'Ouganda. Non. Le Rwanda et l'Ouganda ont été instrumentalisés par les forces extérieures, les multinationales et les États profonds anglo-saxons pour qu'ils nous attaquent afin que ces forces extérieures fassent main basse sur nos matières premières. Et ce sont les mêmes forces extérieures qui ont décidé de pouvoir mettre fin à leur aventure. Vous avez pour preuve les différentes interventions faites par l'envoyé spécial des États-Unis dans la sous-région des Grands Lacs. Et il y a une conférence qu'il a tenue le 6 novembre, et conférence dans laquelle il est très clair sur les pressions qui ont été faites sur les dirigeants des Grands Lacs africains, et beaucoup plus particulièrement sur Kagame et Museveni. Et quand vous lisez attentivement cette conférence, vous vous rendez compte que l'accord avait déjà été étudié dans les détails, rédigé, et au bout de cet accord, il avait été convenu que la milice ougando-rwandaise du M23 allait déposer ses armes et que le Congo, son gouvernement fantoche, allait renoncer aux attaques militaires. Et à partir des sources dont nous disposons sur place en Ouganda, nous avons appris que ces milices ont tout simplement déguerpi des fronts où elles se trouvaient, et il n'y a pas eu de véritable combat entre les FRDC et cette fameuse milice. Qu'il y ait eu du côté de cette milice des gens qui se sont entêtés et qui ont été blessés ou attrapés,
nous ne perdons pas de vue que nous avons là affaire à ce qu'on appelle, avec Peter Dalscott, un événement profond. Dans une théâtralisation de la politique, dans un contexte de banalisation de la mort, la pratique de la politique profonde crée des événements profonds comme une guerre qui détruit les vies pour pouvoir justifier certaines mesures qui pourront être prises après. Ah, il est important de pouvoir étudier cette guerre comme un événement profond. Il est important de l'étudier en profondeur pour en connaître les tenants et les aboutissants. Mais Et justement, surtout, ne perdre, oui. oui, justement, Jean-Pierre Mbelou, dans votre texte intitulé Étudier les victoires des FARDC, vous posez la question pourquoi maintenant, moi aussi j'ai envie de vous poser la question, pourquoi maintenant ces victoires, Jean-Pierre Mbelou? Ah, il est important de pouvoir étudier la question du point de vue des acteurs majeurs. Quand vous essayez de considérer très bien ce qui se passe sur le plan international aujourd'hui, l'exceptionnalisme américain est en train d'être battu en brèche. La Syrie a été un cas assez difficile pour l'Empire sur le déclin, et les prises de position de Poutine et de la Chine ont conduit cet empire sur le déclin à pouvoir renoncer à des frappes sur la Syrie, les frappes auxquelles il s'était préparé, et puis la montée des opinions publiques américaines et même britanniques. En Grande-Bretagne, ne perdons pas de vue que le Parlement n'a pas voté pour la guerre à laquelle la Grande-Bretagne se préparait à participer. Donc, ce changement de la donne internationale pèse un peu sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. N'oublions surtout pas que l'une des têtes pensantes des États-Unis, M. Brzezinski, a montré qu'en s'engageant dans plusieurs guerres depuis plusieurs années, les États-Unis ont perdu de leur superbe et ils se sont affaiblis. Ces éléments-là peuvent être considérés quand nous analysons ce qui est en train de se passer chez nous. Ça, c'est d'un. De deux, le Rwanda, à un certain moment, l'Ouganda, disons, Yoweri Museveni et Paul Kagame, à un certain moment, ont poussé leur bouchon très très loin. Et puis, avec tout ce qu'il y a eu comme rapport, il devenait plus ou moins indécent de continuer à soutenir que c'est au nom du génocide que Kagame pouvait se permettre de faire ses incursions au Congo et tuer les Congolais comme il en avait envie. Mais n'oublions surtout pas que ces gens-là ne renoncent jamais, ils ne renoncent jamais à la guerre d'usure dans laquelle ils sont impliqués. Maintenant, ils vont peut-être changer de stratégie. Ils ont envie de créer un espace pour le capitalisme prédateur américain à l'est de notre pays. Il y a déjà certains noms qui sont en train d'être cités. Ce sont des hypothèses à vérifier quand on vous parle d'un Warren Buffett et quand on sait que c'est un proche de Barack Obama. Il a financé ses campagnes présidentielles et qu'on vous dit qu'il est en train d'occuper de la place à l'est de notre pays. On se dit, ah là, il y a changement de stratégie pour permettre au capitalisme prédateur américain et au capitalisme en général de pouvoir continuer sa sale besogne d'exploitation et hontée des matières premières de notre pays, des ressources du sol et du sous-sol congolais. Alors, justement, on parle des pressions qui auraient été... Ce sont les médias anglo-saxons qui l'affirment. Hein. Ils affirment que les États-Unis et la Grande-Bretagne auraient exercé de fortes pressions sur les parrains de la rébellion pour qu'ils n'interviennent pas cette fois-ci. Jean-Pierre Mbelou, l'impression qu'on a une fois de plus, c'est que nous, Congolais, subissons plus
tous ces événements que ne veulent admettre, par exemple, le gouvernement de Kinshasa. Euh, nous devons tout le temps, quand nous lisons ces informations-là, porter des corrections. Il n'y a pas eu de rébellion congolaise. Non. Nous avons affaire aux militaires de l'armée de Museveni et aux militaires de l'armée de Kagame, dont un certain nombre avaient été démobilisés. Hein, quand on parle de la rébellion congolaise, on nous met sur une fausse piste dans l'analyse de ce qui s'est passé à l'est de notre pays. Alors, pour revenir à votre question, quand vous dites nous ne faisons que subir, vous pensez à qui? Dans le nous, là, vous mettez qui? Il y a un réseau de prédation transnationale organisé à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays. Ce réseau, pour être efficace, opère en intégrant le trio de la mort dont j'ai parlé dans la deuxième partie de mon travail, de mon étude. Il s'agit de Kagame, de Museveni et de Kabila. Alors, ces gens-là jouent sur plusieurs fronts et ils sont efficaces au sein de ce réseau transnational de prédation. Alors, quand vous dites que nous, Congolais, nous ne faisons que subir, vous faites comme si ce réseau-là n'était pas opérationnel au Congo. Et ce que nous subissons jusqu'à présent, c'est le travail que fait ce trio-là avec l'appui de ses parrains. Il faudra peut-être nous battre de toutes nos forces pour voir comment rompre avec ce trio de la mort et travailler à l'avènement de notre Congo. Mais entre-temps, à Kampala, on parle des négociations qui continuent. Et François Mwamba, qui est coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, a affirmé cette semaine que la RDC n'ira pas pour signer à Kampala quelque chose qui énerve la Constitution. Et d'ajouter aussi, ne parlons pas d'un fantôme comme si c'était une réalité, les M23 n'existent plus. Personne n'ira signer quelque chose à Kampala contre la RDC. Est-il là dans son rôle naturel de coordonnateur de ce fameux mécanisme? Non, mais le mécanisme fait partie de la simulacre de diplomatie mise sur pied par Museveni. Il n'y a pas de mécanisme chapeauté par François Mwamba. C'est du blabla tout ça. L'accord, lisez par exemple, allez ce soir sur Radio Okapi, vous lirez un texte dans lequel Mary Robinson dit que l'accord est prêt, il n'attend plus qu'à être signé. Allez lire le texte, l'interview, la conférence, l'échange que Russell Feingold a eu à son retour aux États-Unis sur le travail qu'il a fait dans les Grands Lacs. Il vous dit ceci, cet envoyé spécial des États-Unis dit noir sur blanc ceci. L'accord a été apprêté, étudié dans les détails. Il est prêt à être signé. Il promet à ceux à qui il s'adresse qu'il va retourner à Kampala pour assister à la signature de l'accord. Donc, c'est que les Mwamba, les Mende et les Tchibanda font, c'est de la pure distraction. Ils veulent tout simplement entretenir la désinformation de nos populations pour se donner un peu de poids. Ils font comme si ils étaient les acteurs majeurs de ce qui se passe dans notre pays, alors qu'ils ne sont pour la plupart que des acteurs apparents et des marionnettes. Et comme cela a été fait à Lusaka, à Pretoria, en juin 1999, cet accord-là n'a pas été rédigé à ce que nous sachions par les Congolais et les milices ougando-rwandaises. C'est un accord qui doit avoir été rédigé par les experts de nos véritables agresseurs. Je vais faire un rappel en vous lisant ce qui avait été fait, par exemple, à Pretoria en juin 1999. Et l'homme de l'ombre de l'accord est Howard Holp,
un personnage qu'Israël avait mobilisé dans son soutien à Mobutu dans les années 1980. Il est là cette fois pour le compte de l'administration Clinton. C'est lui qui, au cours de la réunion secrète tenue à l'hôtel Livingston à Pretoria en juin 1999, reçoit les émissaires du RCD Goma, rencontre Kagame et Museveni, mais aussi Mandela Mbeki, lui encore, qui rédige le texte de l'accord transmis à Bill Clinton, Madeleine Albright et Kofi Annan via l'ambassade américaine à Pretoria. Donc j'ai lu là un extrait du livre de Pierre Péan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, à la page 338, 398, 399. Donc quand on ne sait pas tout cela, on croit qu'il y a eu des débats et des accords qui ont été rédigés par les Congolais, les Ougandais, les Rwandais. Non, ce sont des textes qui sont rédigés par les véritables acteurs majeurs de la guerre et d'agression qui nous est imposée, et ils demandent à leur chien de garde de pouvoir les signer. C'est fini, la chose est terminée. Et encore une fois, nous allons assister à un remake de ce qui s'est passé avec l'AFDL, avec le RCD, avec le CNDP. Donc, le Rwanda et l'Ouganda vont, avec la complicité de Kabila, mettre dans nos institutions et dans l'armée congolaise une bonne partie des militaires de l'armée de Museveni et de Kagame. Comment tout à l'heure, vous l'avez cité, Lambert Mende. Justement, hein, lui, il semble monter les enchères en indiquant que à Kampala, il ne s'agirait plus de signer un accord de paix avec les M23, mais juste une déclaration qui constaterait la fin de la rébellion. Alors, il semble là qu'il y aurait cacophonie, puisque Raymond Chibanda, qui se trouve à Kampala, semble lui dire le contraire. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Monsieur Tinando, il n'y a pas de cacophonie, mais des bits, des mensonges. Il se donne de l'importance comme acteur, mais il n'est qu'un acteur apparent. Mais prenez le texte, c'est là la difficulté que nous avons de temps en temps quand nous étudions ce qui se passe dans notre pays. Il n'est toujours pas possible à ceux qui commentent l'actualité de lire à la fois 3-4 textes. Prenez le texte de Mary Robinson de ce soir. Prenez le texte de Russell Feingold. Prenez le texte de Mende. Vous verrez que le texte de Mende est trop faible parce que Mende ne décide de rien. Même pas le raïs qu'il sert aveuglement. Ce sont des gens qui exécutent les ordres qui viennent d'ailleurs. Mais de temps en temps, ils doivent aussi se donner de l'importance et parler. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Alors, mais comme notre peuple est tenu dans l'ignorance de ceux qui se trament à l'extérieur, il ne peut qu'applaudir. Mais parmi nous, les personnes les plus avisées n'applaudissent plus au discours de Mende, de Chibanda ou de qui que ce soit qui appartient au gouvernement fantoche des marionnettes des anglo-saxons. Non. Un mot sur Joseph Kabila. Peut-il espérer en engranger quelques bénéfices politiques? Mais quel bénéfice politique est-ce que Joseph Kabila va engranger? Joseph Kabila fait ce qu'on lui demande de faire. Il joue le rôle qui a toujours été le sien dans cette guerre d'agression. Rappelez-vous, j'ai cité autrefois les confidences de Sassou à Pierre Péan, quand Sassou disait clairement que Joseph Kabila était le cheval de Troie de Paul Kagame. Il n'a pas renoncé à ce rôle-là. Ces trois messieurs, ce trio de la mort se rencontrent régulièrement et il essaye d'exécuter les ordres de ses parents. Donc, nous, comme à un certain moment, la guerre d'usure joue sur notre imaginaire et le viol, pardon, nous croyons à un certain moment que ces gens-là deviennent des acteurs majeurs
et qu'ils ont du poids dans la guerre dans cette guerre de basse intensité. Non. Ils sont Mais monsieur Mbelou, manipulés, ils sont instrumentalisés, oui. mais dans les contextes politiques de Kinshasa, c'est une bonne affaire politique pour lui parce que cette semaine, par exemple, Lambert Mende affirme que cette victoire militaire est la première promesse que les concertations nationales ont arrachée du chef de l'État. Donc pour lui, mais ça c'est de la manipulation. C'est de la manipulation et de la désinformation. Mais Oui. dans le contexte politique de Kinshasa, cela est vécu et présenté, hein, comme vous parlez de manipulation, effectivement, il peut s'agir d'une manipulation, mais Oui. cela est présenté comme une victoire politique pour le pouvoir en place. Oui, mais une présentation qui passe à côté de la plaque, c'est du théâtre de chez nous. J'utilise dans mes articles le mot théâtralisation. Ils essayent de forcer la note pour faire comme si ils répondaient aux recommandations de ceux qu'ils ont appelés les concertateurs. D'ailleurs, tous, et les concertateurs, et eux-mêmes, ils sont passés à côté des questions essentielles. Comment pouvons-nous nous concerter sur une guerre qui nous est venue de l'extérieur, une guerre entretenue par les forces extérieures? Nous nous concertons, nous prenons des décisions sans que ces forces-là puissent être impliquées. Quand vous lisez le texte de l'envoyé spécial des États-Unis, auquel je suis en train de faire allusion maintenant, vous constatez que lui-même induit ses auditeurs en erreur quand il leur dit, finalement, même si le M23 signe un accord avec Kinshasa, finalement, il faudra que Kampala, Kigali et Kinshasa se retrouvent autour d'une même table pour résoudre les questions les plus prégnantes, entre autres la question du retour des réfugiés et puis celle de la protection des populations rwandophones, des réfugiés rwandophones qui devront rentrer au Congo. Vous voyez, ces messieurs qui nous font la guerre se mettent en dehors de tous les circuits qui cherchent à pouvoir trouver une réponse une réponse définitive à cette guerre. Ils font comme si il y avait guerre entre le Rwanda, l'Ouganda et le Congo, et que cette guerre ethnique tournait aussi autour de la question du retour des réfugiés d'expression rwandophone chez nous. Donc, il nous remet 20 ans en arrière, avant qu'il n'ait eu les différents rapports, à commencer par le premier rapport, le rapport de 94 le rapport Gersony, en passant par le rapport de 2002 Kassem, et surtout en passant par le rapport Mapping de 2010. Donc vous voyez, comme ce sont des acteurs majeurs, ils troublent le jeu. Ah, ils vous font croire que la guerre là, ça fait partie des guerres ethniques. Il faut que les Congolais, les Rwandais et les Ougandais se mettent autour d'une même table, qu'ils trouvent des solutions et qu'on voit comment on puisse protéger les populations d'expression rwandophone qui vont revenir au Congo. Or, il n'en est pas question. C'est une guerre de prédation et d'agression, une guerre de basse intensité dont les acteurs majeurs sont en train de cacher la véritable nature pour le moment. Justement, vous avez cité les États-Unis et justement le nouvel ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, James Swan, s'est également exprimé sur ces sujets, indiquant que son pays avait exercé de fortes pressions sur les Rwandais. Et la presse de Kinshasa a écrit même que ces derniers, les fameux ambassadeurs, est résolu à peser de tout son poids pour aider la RDC à retrouver sa place au soleil. Est-ce que ce n'est pas un peu naïf que de relayer de telles affirmations, retrouver sa place au soleil? Comment est-ce que les agresseurs, adeptes du capitalisme de la mort, de la prédation, adeptes du choc capitaliste, peuvent, un seul instant, penser à vous aider pour que vous puissiez
avoir une place au soleil. Non. Je ne sais pas si c'est Thierry Moufankolo qui le dit. C'est quand nous, Congolais, aurons compris que cette guerre ne pourra prendre fin que quand nous en deviendrons les véritables acteurs. Je ne dis pas les acteurs qui nécessairement prennent les armes pour tuer je ne sais qui. Quand nous aurons la maîtrise des tenants et des aboutissants de ce qui se passe et que nous aurons renversé nous-mêmes les Congolais et les Congolaises, quand nous aurons renversé les rapports de force, là, nous pourrons avoir notre place au soleil. Les Américains ne vont pas aller se battre à notre place pour que nous puissions avoir une place au soleil. Où est-ce qu'ils ont déjà fait cela? Donnez-moi 2 exemples d'un pays qu'ils ont aidé à avoir sa place au soleil. C'est où? Dans quel pays? Ils viennent, ils pillent, ils détruisent. Ils ne construisent aucun pays. Ils n'ont jamais aidé un pays à avoir sa place au soleil. Une politique qu'ils pratiquent depuis plus de 50 ans. Il y a un livre qui en témoigne très très bien, c'est le livre de Peter Dalscott, La route vers le nouveau désordre mondial, 50 ans d'ambition américaine. C'est un livre très récent qui a des informations très importantes pour nous qui cherchons, qui croyons encore que ce pays-là peut nous aider à avoir, comme il est désargenté, comme il va vers son déclin, il ne peut survivre qu'en matant les petits pays faibles comme le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, les États-Unis aillent eux-mêmes affronter un pays comme la Chine en face à face? Non, non, non. Pouvoir se donner de l'importance, il s'affirme en s'imposant sur les pays sans leadership fort comme le Congo. Certains observateurs parlent d'une victoire à la Pyrrhus de Kinshasa, estimant que les rebelles du M23 libres et réfugiés au Rwanda ne seront pas rendus au gouvernement de Kinshasa. Corrigeons toujours, corrigeons. Ce ne sont pas des rebelles. Il y a un jeu malsain qui est en train de se mener dans cette histoire-là. On demande aux miliciens rwandais et ougandais de retourner dans leur pays pour pouvoir s'en prendre aux véritables résistants congolais qui sont encore sur le sol congolais. C'est un jeu de dupes. Donc, on met tout le monde dans le panier des forces négatives. On demande aux véritables forces négatives qui sont venues de l'extérieur de retourner dans leur pays. Et on vous dit, après le M23, les forces d'intervention rapide de la MONUSCO, l'armée congolaise et je ne sais qui encore vont s'en prendre à toutes les forces négatives, à tous les groupes armés. Donc c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Essayons toujours de corriger cette histoire-là. Ce ne sont pas des rebelles congolais, ce sont des milices rwandaises et ougandaises qui sont venus sévir chez nous en essayant de violer le droit international, et leurs parents, en essayant de régler le problème, ne font même pas allusion au droit international. Ils trouvent que le problème n'est que politique et qu'il ne peut être réglé que politiquement, même si maintenant ils commencent à dire « Ah, le Congo est en train de travailler à la mise sur pied des tribunaux mixtes, espérant qu'avec ces tribunaux-là, il pourra juger les... » Mais il n'y a pas de rebelles, ce ne sont pas des rebelles congolais. Ce ne sont pas des rebelles congolais, ce sont des miliciens ougandais et sous la direction de Museveni et des miliciens rwandais sous la direction de Kagame. Et nous devons déployer un grand effort pour éviter aussi de mettre tous les Ougandais et tous les Rwandais dans ce panier-là. Hein? Il y a eu quand même, de plus en plus aujourd'hui, au Rwanda même, même dans les rangs de l'armée, des gens qui disent non, cette guerre-là est absurde, nous n'allons plus nous y engager. Donc, c'est bien qu'on ait de plus en plus cette sensibilité-là qui nous fasse comprendre que ce que les parents de cette guerre cherchent, c'est de nous diviser le plus possible, qu'il n'y ait pas de coopération humaine, vraiment humaine
et solidaire entre l'Ouganda, le Rwanda et le Congo. Comme ça, à partir de leur politique de diviser pour régner, ils vont rester éternellement au Congo, mais aussi ils vont commencer à habituer nos populations de l'Est à s'autosuffire. Hein, ils vont créer des barrages par-ci, des barrages par-là, créer des marchés pour les détacher petit à petit du reste du Congo. Et cela participe de ce qu'ils avaient comme projet. C'est quoi? Créer un grand État fédéral dont Yoweri Museveni serait le président. Et cet État fédéral aurait le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, le Congo et je ne sais plus quel autre pays. Donc, ils ne vont pas, d'ici là, renoncer à ce projet-là. Très bien, pour finir, un mot sur les faits même, hein, les faits de toutes ces victoires congolaises. Madame Brackman se serait entretenue avec le général Olenga, hein, qui commande ces victoires des FRDC sur son blog. Et bon, finalement, on se pose des questions. Qui dit vrai dans cette affaire? Est-ce que les faits se sont-ils déroulés comme Olenga les présente? Parce il se donne les beaux rôles. Il dit voilà, lorsque James Kabarebe avait accordé son interview au journal belge les soirs, ça lui avait fait très mal et il a dit voilà, moi je répondrai sur terrain. Avez-vous lu cela? Je n'ai pas lu, et je ne saurais pas faire un commentaire assez averti sur ces déclarations-là. Mais regardez, quel rôle Madame Brackman a-t-elle joué dans la sous-région des Grands Lacs depuis le début de cette guerre d'agression? Le travail qu'elle a fait, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, elle ne sait plus sur quel pied danser. Hier, elle a alerté le monde entier en disant qu'il y avait eu génocide au Rwanda et que Kagame est venu mettre fin à ce génocide-là. Il y a eu des moments où, avec les témoignages des témoins intérieurs de ce qu'il y a eu au Rwanda, il y a eu un moment où elle a commencé à tergiverser. Donc, elle joue un rôle trouble. Bon, la pauvre, elle est fatiguée et je pense qu'elle doit aller se reposer, elle doit commencer sa retraite calmement, au lieu de chercher à jouer un rôle qui n'est plus très clair dans les médias, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais n'ont plus tellement besoin. Oui. Certains Congolais parlent même d'une sorte de mercenariat journalistique, hein, de la part je caricature un peu, mais c'est un peu cela l'image que les Congolais perçoivent d'elle. Non, mais c'est question de savoir que tous ces médias-là sont des médias dominants, soutenus par les dominants de ce monde, les maîtres de ce monde, et beaucoup plus par les multinationales qui pillent le Congo. Et il est rare que ces médias-là s'en prennent réellement aux multinationales, à leur conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons lire ce que ces médias-là racontent, mais nous devons de plus en plus chercher à travailler avec des médias alternatifs. Hein, les médias alternatifs tels que nous sommes en train de les avoir aujourd'hui, Congo One, Congo Indépendant, Cheikh Fita, Réveil FM, etc. C'est important pour nous d'avoir nos médias alternatifs et d'aller vers les médias alternatifs des autres continents, comme les Michel Collomb, comme Voltaire, des Thierry Messant, comme Le Grand Soir. Donc, il y a tellement de médias alternatifs que nous devrions nous habituer à diversifier nos analyses en allant vers ces médias-là et en lisant tout simplement par curiosité ce que racontent les médias mensonges et les médias dominants. Très bien, pour finir, un mot sur Diomi Ndongala, dont on apprend que finalement le procès a été renvoyé au 10 février 2014 pour cause, semble-t-il, de l'absence d'un témoin qui devait confirmer ou infirmer les faits lui reprochés. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression que cette histoire est éminemment politique, hein, dont la justice est tout simplement instrumentalisée. Je m'excuse de revenir sur ce que je venais de vous dire. Corrigeons. Il n'y a pas de la politique dans cette histoire-là.
Il n'y a pas de politique, il n'y a rien. Nous avons des bandits, j'ai caricature. Nous avons des bandits qui sont venus de l'extérieur, qui ont pillé le Congo, et la Colette Brackman dont vous parlez ici a écrit un livre intitulé Les Nouveaux Prédateurs. Ces prédateurs sont venus, ils ont pillé le Congo, ils sont en train de le piller et de le détruire, et ils ferment la bouche à tous les dignes fils et à toutes les dignes filles de ce pays-là pour qu'ils ne puissent pas plaider la cause de leur mère, terre congolaise, qui est en train d'être vendue comme carré minier. Donc, Diomi est un cas, l'un des cas des dignes fils du Congo mis en prison pour éviter que leur voix ne puisse être audible, que leur voix ne puisse mobiliser les fils et les filles du Congo afin qu'ils se mettent debout et qu'ils mettent fin à cette aventure-là. Donc le cas de Dieu, mais ce n'est même pas un cas de justice politicienne, c'est un cas des criminels qui s'en prennent à un digne fils. Ce sont eux, comme je l'ai toujours dit, qui devraient être en prison, mais ils mettent un digne fils en prison, eux restent dehors comme des criminels en col blanc. Très bien, merci beaucoup, M. Mbelou, et rendez-vous dans 2 semaines. Merci bien, M. Etienne Nandou. Je serai au rendez-vous dans 2 semaines, si Dieu nous prête vie. Merci. Merci bien.